Dans cette vidéo, je vais vous parler d'archivage. Aujourd'hui, en tournant Ultra HD, voire même 8K, la quantité de données se chiffre sur un tournage, je sais pas, d'1h30, 2h, avec plusieurs caméras, à plusieurs téras par tournage. Est-ce que les productions sont terminées ? Si vous me répondez oui, je vais vous dire pourquoi elles sont encore dans ce serveur. Ça me fait toujours halluciner, on est en 2026, beaucoup d'entre vous achètent des disques durs, les mettent dans des docks et font des copies manuelles. Ce n'est pas... Alors c'est une façon d'archiver, mais c'est une façon d'archiver qui coûte très cher, qui est très chronophage. Et quand vous additionnez le coût des disques durs que vous achetez tous les mois, faites un calcul, vous allez voir. Ouvrez cette super armoire que vous avez dans un coin de vos locaux, vous allez avoir 500 voire 1000 disques durs qui sont dedans. Et là, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est mes archives ». Et quand vous allez mettre bout à bout le montant de dépenses que vous avez octroyé à l'achat de ces disques durs, je pense que vous allez pleurer en fait. Parce que c'est du grand n'importe quoi et je tiens à vous le dire. Pour autant, il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus économiques, qui sont beaucoup plus sérieuses, sécurisées et responsables. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. L'archivage, ça va être une fois qu'on a terminé une production, le fait de copier ces données sur un autre support long terme. On entend par support long terme, ça peut être un disque dur, mais comme je l'ai évoqué juste avant, c'est pas le meilleur des choix et encore moins le choix économique et surtout fiable et sécurisé. Puisqu'un disque dur qui dort aussi sur une étagère et qui n'est pas allumé peut-être pendant 1 an, 5 ans, 10 ans et qu'on va docker, peut-être que le mécanisme va être grippé. Et si vous avez fait qu'un seul disque dur de sauvegarde, puisque je sais que certains d'entre vous ne sauvegardent que sur un seul disque dur, eh ben, vous avez que vos yeux pour pleurer également. C'est terminé. Vous avez perdu vos données archivées. Alors, si vous êtes dans le cas où vous avez fait 2 disques durs de sauvegarde, c'est bien. Par contre, souvent, il est encore... Posez-vous la question de savoir est-ce que ces 2 disques durs sont au même endroit dans mes locaux ? Je parie qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans ce cas-là. Eh ben, permettez-moi de vous dire que c'est une très mauvaise idée de garder les 2 copies, entre guillemets, de son archive au même endroit. Pour les raisons que j'évoquais dans la vidéo sur les backups que je vous invite à aller voir. Si vous avez un incendie, un dégât des eaux, un vol ou n'importe quoi, c'est simple. Vos 2 copies qui sont au même endroit, c'est fini. Au revoir. La méthode que je vous recommanderais de suivre, alors c'est dans ce qu'on appelle les best practices, les meilleures pratiques, ça va être le 3-2-1-1-0. Donc le chiffre 3, ça correspond à 3 copies au total de vos fichiers. Ça peut être sur disque, sur LTO, sur le cloud. L'idée, c'est d'avoir en tout cas 3 copies à différents endroits de vos fichiers. Le 2 ensuite, ça veut dire 2 types de supports différents. Donc ça peut être disque dur, LTO, et à mon avis, ça représentera... peut-être le meilleur compromis pour restaurer de l'archive rapidement, puisque si c'est sur disque dur, on peut restaurer rapidement. Ou alors, ça peut être 2 cartouches LTO qui sont faites simultanément et vous avez une copie que vous stockez dans un autre endroit et une copie que vous gardez dans vos locaux. Ensuite, il faut une copie hors site, comme je viens de l'évoquer précédemment. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une copie de vos archives. Soit c'est de la LTO, vous avez 2 cartouches LTO, vous en externalisez une. Soit vous avez une copie sur un support d'archivage qui peut être du disque. Et vous avez une deuxième copie qui est faite sur un support externalisé cloud, chez AWS, chez Google, chez Wasabi, peu importe. En tout cas, vous avez bien une copie off-site, hors site, de vos données, à l'extérieur de vos locaux. Il y a aussi une notion d'un chiffre 1 qui correspond à une version immuable de vos fichiers. L'idée, c'est que personne, même pas un hacker, un cybercriminel qui souhaite modifier et créer un ransomware sur vos fichiers. Aujourd'hui, vous avez des technologies d'archivage qui permettent de bloquer complètement l'écriture de ces fichiers, que ce soit sur de la bande LTO, que ce soit sur du disque avec des stockages cloud type S3. Avec ce genre de technologie-là, en tout cas, on peut garantir que les archives sont pérennes et durables. Petit exemple, vous avez par exemple dans le médical, vous avez le fait de conserver pendant une durée légale, je crois, les examens, les radiographies, tout ce genre de choses-là. En tout cas, les fichiers ne doivent être ni modifiés, ni pouvoir être effacés, même par un administrateur. Donc effectivement, on a cette notion de fichier immuable qui existe aussi dans les stratégies d'archives. Et le 0, ça va correspondre globalement à l'intégrité du fichier, puisque souvent, les gens mettent en place des stratégies d'archivage ou de sauvegarde, comme je l'ai évoqué dans une autre vidéo. Et pour autant, tant que vous n'avez pas eu un drame ou que vous n'avez pas fait vous-même des tests de restauration de données, vous ne savez pas si votre système d'archivage ou de sauvegarde mis en place fonctionne bien. Et ça, je vous recommande clairement de le faire parce que souvent, il y a toujours une différence entre la pratique et la théorie.
et la réalité quand on se retrouve confronté à un sinistre ou à besoin de restaurer une production qu'on a archivée pendant longtemps. Donc pour être sûr que les fichiers sont bien archivés, déjà il y a des mécanismes d'écriture de fichiers qui permettent de comparer, déjà ne serait-ce que le checksum, c'est la fonctionnalité de vérifier qu'entre la copie de la source et la destination, la copie s'est bien passée. Ça c'est le premier truc. Ensuite on a une autre notion qui s'appelle le MD5. C'est une espèce de signature numérique qui est générée, qui permet globalement de comparer entre plusieurs versions des fichiers si ils sont bien identiques. Et donc s'il y a une variation dans cette signature MD5 du fichier entre deux fichiers qui sensiblement seraient les mêmes, là en fait ça veut dire qu'il y a eu un problème quelque part. Donc aujourd'hui, sur quoi on va archiver ? Là encore, je vais vous dire, ça dépend de la quantité de données que vous avez à archiver. Si vous avez juste, comme je l'évoquais dans le début de cette vidéo, besoin d'archiver des photos, mais ça ne représente que quelques centaines de gigas, vous pouvez globalement soit utiliser un disque dur externe, même si je ne le recommande pas, un lecteur LTO autonome, ça se fait aussi pas mal. Franchement, quand vous avez 30 Tera sur une cartouche LTO et que votre flux de production annuel, il n'est que de 2 Tera, on est d'accord, ça va largement suffire. Par contre, si vous produisez à l'année entre 100, 200, voire 300 Tera de données fraîches, là, je pense que même un petit lecteur LTO tout seul, ça va pas suffire. Donc, quel est le support d'archivage qui, selon moi, sera le plus efficace et le plus pérenne dans le temps, le moins coûteux aussi en termes de technologie, de matières premières et d'électricité? C'est le truc qu'on ne parle pas souvent en tout cas. Mais la réalité, c'est que consultez et épluchez vos factures EDF et vous allez avoir une drôle de surprise si vous voulez archiver tout localement dans vos bureaux sur des disques. Donc la LTO, globalement, on peut utiliser ce qu'on appelle des librairies LTO. Donc c'est une espèce de gros coffret qu'on va mettre dans une baie informatique dans lequel on va globalement pouvoir mettre 25, 50, 150, 300 jusqu'à 1000 cartouches LTO dans une seule baie technique, voire même plus. Je pense que la société que vous connaissez le mieux qui utilise la LTO pour l'archivage des données, notamment audiovisuelles, c'est notamment l'INA, le fameux Institut national de l'audiovisuel. Le support LTO, c'est vraiment le support par excellence qui est utilisé par l'INA pour archiver les données de manière pérenne avec ce type de support. Alors c'est quoi le premier problème que vous pourriez rencontrer avec l'archivage ? Si vous le faites à l'arrache avec la manière que je vous recommande de fuir, c'est-à-dire acheter des disques durs et les mettre dans des docks, globalement pour retrouver vos archives, ça va être un vrai casse-tête. Même s'il y a des logiciels qui vous permettent globalement de scanner les fichiers dans le disque dur et d'avoir une espèce de mini base de données, ça va être fastidieux, il faut étiqueter les disques, il faut les classer. C'est pas la meilleure méthode en tout cas pour retrouver des fichiers, ça nécessite beaucoup de manipulation et je vous invite vraiment à faire le calcul de votre investissement sur les disques durs, ça coûte une petite fortune de gérer ces archives sur des disques durs. Mais le truc que personne ne chiffre jamais, c'est le temps humain que la personne en charge de gérer cet archivage va passer pour gérer ses copies et être sûr que ce soit bien fait, surtout si c'est fait à l'arrache avec juste du copier-coller de source-destination. On a vu mieux aujourd'hui et plus pratique pour faire ce genre de choses-là. Et embaucher quelqu'un juste pour faire ça comme ça, on va pas se mentir, c'est du grand n'importe quoi. Donc dans les stratégies d'archives, aujourd'hui, vous avez, pour moi, il y a deux grandes façons de faire qui sont complémentaires par rapport à ce que je vous expliquais sur le 3-2-1-1-0. Pour moi, la meilleure, en tout cas pour la production audiovisuelle, et c'est le cas pour 95% de mes clients, généralement, vous avez une librairie ou un lecteur LTO dans vos locaux. Puisqu'on est vraiment sur de la donnée de production terminée, à de rares exceptions près, on aura peu ou pas souvent besoin de revenir sur ces données archivées. Donc le meilleur support pour archiver des données sur le long terme, ça reste la LTO. Aujourd'hui on est en 2026, nous sommes fin mars et la LTO 10 coûte à peu près 280 € en moyenne pour 30 Tera de données non compressées archivées sur ce support. Je pense qu'on fera difficilement mieux, surtout dans un contexte où l'envolée des prix des disques durs flambe. Donc pour faire ça, il ne faut pas seulement une librairie LTO et pas seulement un ou deux ou trois lecteurs LTO. Il va falloir aussi avoir un logiciel intelligent pour faire vos archivages. Moi, celui que j'aime particulièrement utiliser, que je recommande et qui équipe 99% de mes clients, c'est P5 de la société Archiware. En rapport qualité-prix, alors il existe d'autres solutions beaucoup plus chères, peut-être plus premium, mais à un moment donné, il faut trouver le compromis et le bon rapport qualité-prix entre ce qu'on a réellement besoin, le coût d'investissement et l'usage qu'on en a derrière. Et vraiment, moi, ça fait 16 ans depuis que j'ai créé DID
que je suis partenaire de cette marque-là, et c'est pas un hasard qu'elle occupe aujourd'hui 99% de taux d'équipement chez mes clients, c'est parce qu'elle présente les meilleurs avantages pour gérer des stratégies de sauvegarde, on en a parlé dans une autre vidéo, d'archivage ou de synchronisation. Donc un bon logiciel en tout cas pour piloter la librairie, écrire simultanément 2 cartouches LTO pour pouvoir externaliser une fois que la cartouche LTO est pleine, une copie dans un autre bâtiment, c'est ce qu'on va demander globalement au logiciel qui gère l'archivage, de gérer la librairie et pouvoir nous permettre d'explorer l'index d'archivage. C'est quoi l'index d'archivage ? C'est un peu comme si vous alliez vous naviguer dans votre disque dur pour retrouver tel prod, tel fichier. Et là, globalement, quand vous allez retrouver une production, vous allez dire, voilà, je veux restaurer tout cet ensemble de fichiers. Si la cartouche LTO, elle est dans la librairie, ça va se faire tout seul, ça va restaurer les fichiers qui sont sur la cartouche LTO dans vos disques durs. Si par contre la cartouche n'est pas dans la librairie, parce que l'idée, et c'est ça qui est vachement bien avec la librairie LTO, c'est que vous n'allez pas faire grossir la capacité en ligne. Vous pourriez, mais globalement, la plupart du temps, vous sortez les cartouches qui sont pleines, vous mettez un exemplaire dans vos locaux, l'autre exemplaire dans d'autres locaux. J'insiste bien sur ce point, c'est hyper important de le faire. Globalement, quand vous allez restaurer ces fameuses données, vous avez juste à remettre la cartouche. Le logiciel va vous dire, est-ce que tu peux mettre la cartouche ? Alors, il y a un code barre précis sur chacune des cartouches qui détermine... Alors, c'est vous qui choisissez la numérotation. C'est souvent incrémentiel. On peut faire AA0001, 002, etc., etc. On peut globalement choisir nous-mêmes, en tout cas les premières lettres pour déterminer qu'est-ce qui est archivé sur ces cartouches. Et globalement, il va juste falloir remettre le numéro de cartouche que le logiciel va vous indiquer. Puisqu'en fait, une librairie, quand vous mettez les cartouches dedans, vous avez, comme dans votre magasin, quand vous passez un article avec un code barre pour connaître son prix, c'est pareil. Dans la librairie, il y a un lecteur de code barre qui va globalement scanner l'intégralité des cartouches qui sont dans la librairie et qui va permettre globalement, à chaque fois qu'il prend une cartouche, qu'il la met dans le ou les lecteurs et d'archiver les données, il va automatiquement associer le fait que tel fichier a été enregistré sur telle cartouche, sur tel code barre. C'est comme ça que ça fonctionne. Il associe globalement le fichier avec une cartouche et un code barre. Donc ça, c'est pour la partie archivage des données sur une librairie sur des cartouches LTO. Ce qui peut être pas mal pour ceux vraiment qui sont parano et qui voudraient avoir cette troisième version de fichier à l'extérieur de leurs locaux, c'est globalement d'utiliser peut-être des services cloud comme Amazon Glacier. Il n'y a pas que Amazon Glacier. En France, on en a des très bien. On en a chez Scaleway. On en a aussi, je crois, chez OVH. On peut utiliser des offres Glacier, en tout cas, chez tous ces éditeurs-là. Avec, en tout cas, des logiciels comme P5 d'Archiveware, on peut mixer des stratégies hybrides où on a l'archivage local qui est fait sur 2 cartouches LTO et on peut avoir une troisième copie qui part sur un cloud en cas de missile qui nous tombe dessus. C'est la super sécurité au cas où vous n'avez pas confiance dans le lieu de stockage de vos cartouches et que vous n'avez pas la possibilité, mais je ne le crois pas, de pouvoir externaliser votre deuxième copie LTO ailleurs. Donc pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas, il faut tout simplement vérifier la quantité de données archivées. Elle va déterminer globalement souvent le ou les produits que vous allez acheter pour le faire soit en interne ou soit externaliser ça aussi. Nous, on a par exemple des clients qui externalisent leurs archives dans notre data center dans lequel on a de la librairie LTO, des serveurs et finalement, grâce à Internet et à des vitesses très élevées de connexion Internet, on peut recevoir les données de nos clients très rapidement et pour le coup on peut nous-mêmes les mettre sur archive LTO pour eux. Donc vous avez aussi la capacité globalement, si vous ne pouvez pas accueillir une librairie LTO chez vous ou que vous n'avez pas le ou la personne qui peut s'occuper de gérer vos archives, vous pouvez aussi passer par un prestataire et nous en tout cas on peut s'en charger pour vous également. Donc si vous avez besoin de discuter de vos stratégies d'archives profondes sur un support adapté et pour maîtriser un budget, n'hésitez pas à me contacter, laissez-moi un commentaire, écrivez-moi en message privé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fera plaisir et on se retrouve dans de prochaines vidéos sur d'autres sujets liés à l'informatique et à la post-production et la production vidéo.